Nous avons à présent en ligne Monsieur l'ambassadeur Hossein Haridi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir Madame. Monsieur l'ambassadeur, notre sujet aujourd'hui concerne la qualité des relations égypto-russes. Donc on voudrait jeter la lumière sur la qualité de ces relations et on voudrait aussi jeter la lumière sur l'importance de la visite il y a quelques jours du président Abdel Fattah al-Sisi en Russie. Bon, j'aimerais m'arrêter premièrement d'abord sur la commémoration du 80e anniversaire de victoire des forces alliées lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État égyptien a été invité à Moscou pour assister à un défilé militaire, un grand défilé militaire avec la participation de presque 27 dirigeants mondiaux, y compris le président chinois de M. Xi Jinping, pour commémorer cet anniversaire qui est cher au peuple russe. L'invitation du gouvernement russe à l'Égypte d'y participer à cette commémoration témoigne de la solidité et de la profondeur des relations entre les deux pays. Et comme vous le savez, en 2018, le président égyptien, avec son homologue russe, le président Vladimir Poutine, ont signé un accord établissant un partenariat stratégique compréhensif entre la Russie et l'Égypte. Et dans ce contexte-là, les discussions, les pourparlers que le président égyptien, M. Sisi, a eu avec le président russe en marge de sa participation à la commémoration russe de cet anniversaire, ils ont abordé d'une façon générale, certainement, d'une façon générale, les relations entre les deux pays. Et le président russe a signalé que, en fait, de point de vue historique, l'Égypte faisait partie des forces alliées qui ont combattu contre l'Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà comment moi je vois la participation du chef de l'État égyptien, M. Sisi, dans cette commémoration qui reste la commémoration la plus importante pour la Russie et le peuple russe. Et la participation d'officiers égyptiens à cette célébration marque aussi un point important, non? Oui, certainement nous sommes fiers comme Égyptiens que l'Égypte a été conviée à participer dans ce défilé militaire. Et certainement, comme vous le savez, Madame, les relations entre l'armée russe et l'armée égyptienne datent depuis longtemps, depuis 1955. Et je tiens toujours à rappeler que nous avons franchi le canal de Suez le 6 octobre 1973 grâce aux armements soviétiques. Et nous avons pu surmonter la défaite de 1967 par l'assistance et l'aide soviétique dans le temps. Bon, on peut considérer que les relations étroites entre l'Égypte et la Russie se sont étendues de 1955 jusqu'à aujourd'hui, puisque le président Abdel Fattah al-Sisi maintient de très étroites relations avec la Russie, et on voudrait jeter la lumière sur justement la qualité de ces relations. Non, certainement, en ce qui concerne la qualité, entre guillemets, ça a été démontré par la signature de cet accord sur le partenariat stratégique compréhensif.
c'est-à-dire les relations bilatérales entre les deux pays, certainement couvre tous les aspects de relations bilatérales entre deux pays, soit les relations dans le domaine militaire, dans le domaine économique, sur le plan d'échange de vues au sein des instances internationales, de point de vue commercial. Et dans ce contexte, lors de tête-à-tête et les pourparlers entre les deux délégations russes et égyptiennes, je pense que le président Sisi et le président Poutine se sont mis d'accord sur la nécessité et l'importance d'augmenter le tourisme russe vers l'Égypte. Et voilà, mais je dois souligner que ces pourparlers étaient d'une façon générale, de passer en revue d'une façon générale les relations entre les deux pays. Et le président russe, M. Poutine, durant certainement ses propos pour accueillir le président égyptien, a dit que les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques en 1943, durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, pour la Russie et l'Égypte, certainement les relations diplomatiques et les relations bilatérales tout court, certainement en témoigné des bas et des hauts. N'oublions pas qu'il y avait une certaine période quand les relations étaient vraiment des relations froides, mais heureusement on a c'est derrière nous maintenant. Et le président Sisi, comme le feu ou l'ancien président Moubarak, ont tenu à reprendre le cours de ces relations, et voilà, M. Sisi œuvre dans ce contexte-là. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'Égypte et la Russie partagent les mêmes positions concernant les questions internationales et surtout au Moyen-Orient? Oui, certainement. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais certainement, comme vous le savez, la guerre en Ukraine et la position européenne et la position occidentale contre la Russie, certainement, ne facilite pas un rôle russe plus déterminé, plus soutenu dans le cadre de la crise au Moyen-Orient. Mais ceci dit, les positions russes sont claires et restent inchangées sur le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant dans des frontières reconnues du point de vue international. Et quels sont les derniers développements sur le plan ou concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine? La Russie va-t-elle vraiment entamer un cessez-le-feu? Durant la semaine dernière ou le dernier jour, le président américain, M. Trump, a proposé un cessez-le-feu de 30 jours, et puis les puissances européennes, les dirigeants européens se sont rencontrés hier dans la capitale ukrainienne, Kiev, dans un sommet avec le chef de l'État ukrainien, M. Zelensky, et ils ont soutenu cette proposition d'un cessez-le-feu de 30 jours, mais la position européenne n'est pas totalement identique avec la position américaine sous l'administration de M. Trump. Et il y a quelques puissances européennes qui apparemment n'ont pas un intérêt à mettre fin à cette guerre dans le cadre d'un compromis qui serait acceptable du point de vue russe. Ces dirigeants européens, ces puissances européennes veulent la défaite totale de la Russie sur le champ de bataille
ce qui n'est pas possible et ce qui n'est pas certainement qui voudrait dire que si c'est ça, si c'est la politique des puissances européennes telles l'Allemagne, telle l'Angleterre, telle la France, alors je doute fort, madame, qu'on ne peut pas concevoir une fin de cette guerre pour le moment. Et puis le président russe Vladimir Poutine, il a proposé d'étudier les causes qui ont déclenché cette guerre avant de la terminer, n'est-ce pas? Et maintenant, est-ce que la question est la suivante. La question est la suivante. Est-ce que, après tant de sacrifices de la part de la Russie, oui, après ces sanctions contre la Russie, est-ce que un dirigeant russe, soit M. Poutine ou n'importe quel autre dirigeant, pourrait accepter les conditions ukrainiennes et les conditions européennes pour mettre fin à cette guerre? Je doute fort. Quelles sont ces conditions, monsieur l'ambassadeur? Conditions, comme je viens de le dire, que le compromis suggéré par l'administration américaine sous le président Trump, apparemment n'est pas acceptable dans les capitales européennes. Et c'est quoi ce compromis, monsieur l'ambassadeur? Que la Russie, la Crimée reste sous la souveraineté russe, et puis des compromis territoriaux concernant 4 régions en Ukraine, de l'Est d'Ukraine. Mais le point que j'aimerais souligner est que le langage utilisé par le président français, le président Emmanuel Macron, contre M. Poutine et contre la Russie, vraiment ne facilite pas les tentatives de parvenir à un tel compromis. Et je ne veux pas répéter les adjectifs ou l'adjectif au singulier que le président russe et que le président français a utilisé soit hier ou aujourd'hui contre M. Poutine. Oui, mais M. Poutine, monsieur l'ambassadeur, M. Poutine a déclaré ces déclarations de grossière. Et ces déclarations de quoi? De grossière. Ça, M. Poutine l'a affirmé. Oui, il a parfaitement raison. M. Poutine a parfaitement raison. On n'a jamais témoigné qu'un chef d'État, et dans ce contexte, le chef d'État français lance de tels adjectifs contre un autre chef d'État. On n'a jamais vu ça. En tout cas, je donnais ça comme exemple qu'il y a des puissances européennes qui ont un grand intérêt à que cette guerre se poursuive. De toutes les manières, monsieur l'ambassadeur... Et parmi ces puissances, la France en premier lieu. Oui, mais monsieur l'ambassadeur, on revient à ce que le président russe Vladimir Poutine a dit, qu'il fallait étudier les véritables causes qui ont déclenché ce conflit avant de le terminer. C'est toujours la même chose. Rien n'a changé. Non, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Mais le problème, madame, est que ni l'Amérique de M. Biden, ni l'Amérique de M. Biden, ni l'Europe a voulu discuter avec la Russie la nature de ces causes, parce qu'ils savent parfaitement bien quelles sont ces causes, et ils savent parfaitement bien qu'ils sont eux qui ont encouragé, qui ont poussé la situation dans le sens de cette situation actuelle. Certainement, ils parlent toujours de l'agression russe contre l'Ukraine, que la Russie est une puissance impériale
et que si la Russie, voilà les arguments des dirigeants européens, ils sont des arguments faibles, d'accord? Et si la Russie gagne cette guerre, il y a d'autres pays dans les régions baltes qui vont être qui deviendraient l'objectif suivant de l'impérialisme russe. On peut pas parler d'un point de vue diplomatique de mettre fin à cette guerre si c'est ça la mentalité qui dirige les dirigeants européens vis-à-vis la Russie. Maintenant, on a le sens que c'est l'Europe qui mène la guerre contre la Russie et ce n'est pas l'Ukraine. Bon, monsieur l'ambassadeur, à votre avis, qu'est-ce qui a changé? Bon, monsieur l'ambassadeur, on est obligé de prendre une petite pause et on reprendra l'appel avec vous tout de suite après.